Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, ça va. Avant de rentrer dans l'actualité internationale, c'est Jonas Savimbi, c'était quoi sa véritable quête en fait? En fait, je te pose la question parce que je ne sais pas si tu connais le jeu PlayStation qu'on appelle Call of Duty. Ah oui. Voilà, et ils ont mis Jonas Savimbi dedans. Et la mission, c'était quoi, l'abattre? Non, il est représenté comme un tortionnaire dangereux, cannibale, barbare. Et donc, les enfants ont porté plainte. Oui, ils ont raison. Ils ont raison de porter plainte. Est-ce que c'est l'image qu'avait Jonas Savimbi? Non, ce n'est pas l'image qu'avait Jonas Savimbi, c'était l'image qu'on avait voulu lui porter. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire de l'Angola, le pays a pris son indépendance en 1975. Et malheureusement, il va y avoir malheureusement une lutte armée pour la conservation du pouvoir. Pour le cas du parti pour le parti indépendantiste, donc d'Agostino Neto, qui est le père de l'indépendance de l'Angola. Le nom me reviendra, le nom du parti. C'est le parti actuel qui est toujours au pouvoir. Et puis, à partir de 1977-78, il va y avoir une guerre civile qui va s'installer en Angola, une guerre civile qui va perdurer jusqu'au début des années 90, en fait jusqu'à la mort de Jonas Savimbi. Il va y avoir une petite intermède à la chute du mur de Berlin, parce qu'il faut savoir que le gouvernement central de Luanda était soutenu par l'Union soviétique à l'époque, pardon, pas par l'Union soviétique, c'était Jonas Savimbi qui était soutenu par l'Union soviétique, et aussi par Cuba, parce qu'on avait des combattants de Cuba qui étaient en Angola. Jonas Savimbi, lui, il a été soutenu par les États-Unis. D'accord? Et donc, durant cette guerre-là, à la chute du mur de Berlin, donc l'effondrement de l'Union soviétique, il va y avoir, on va parvenir à établir des accords de paix entre Jonas Savimbi. Donc, on va demander d'abandonner la lutte armée et de faire pour de l'UNITA, son parti, l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola, un parti politique traditionnel. Ouais, je me rappelle de son nom, là, l'UNITA. Voilà. Malheureusement, ça va être de très courte durée, puisque Jonas Savimbi sera même nommé vice-président de l'Angola. Malheureusement, ce ne sera de courte durée, parce que lui, il estimait qu'en réalité, c'était un jeu de dupe auquel on l'avait. Mais il réclamait quoi, en fait? Mais comme tout Pourquoi parti, il s'était constitué en rebelle et avait entretenu une guerre civile pendant plus de 3 décennies? Comme tout parti politique, il voulait accéder au pouvoir. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans les années 70, on est en pleine guerre froide. Et le continent africain est l'un des terrains privilégiés de cette guerre froide-là entre le bloc socialiste et le bloc capitaliste. Et donc, dans plusieurs pays, il n'y a pas que l'Angola à l'époque, dans les années 70. Vous preniez la Mozambique, vous preniez la Guinée-Bissau, la Sierra Leone dans les années fin des années 80, début des années 90. Et l'Angola et bien d'autres théâtres. On le voit aussi en Afrique australe, même si ce n'est pas exactement la même chose. Mais si tu veux, il y a l'Afrique et vous avez l'Amérique latine avec le Pérou, avec voilà. Donc ces pays, l'Argentine, etc. Donc tous ces pays-là, et même en Amérique centrale, le Nicaragua, en particulier le Panama, ce sont des théâtres de conflits entre ces deux blocs-là qui, pour la plupart du temps, se transformaient en conflits armés et pour lesquels, malheureusement, ce sont les populations civiles qui paient le plus lourd tribut. Donc, Jonas Savimbi va après rapidement reprendre la lutte armée parce qu'il estimait que les garanties qu'on lui avait données pour pouvoir accéder au pouvoir de manière, je ne dirais pas démocratique, mais je dirais de manière politique par le jeu des élections, ou bien il estimait que le jeu n'était pas aussi démocratique que ça. Et donc, il avait décidé de reprendre la lutte armée. Et donc, ce que Eduardo dos Santos va faire, c'est en réalité, il va engager des mercenaires pour traquer Jonas Savimbi. Et donc, ils vont le traquer et ils vont finir par le tuer. Eduardo dos Santos, qui à la fin de sa vie, on avait découvert que c'était un malfaiteur financier. Voilà. Donc Jonas Savimbi n'était pas si noir que ça. Non. En face d'un Eduardo dos Santos, il est vide d'argent. C'était un chef politique et un chef militaire qui avait usé des moyens dont il disposait à l'époque pour espérer accéder au pouvoir. Donc, le fait d'accéder au pouvoir par les armes, c'est pas nouveau aussi. Si on recontextualise la chose,
il y avait des mouvements, il y avait des guerriers armés un peu partout sur le continent africain qui étaient financés aussi bien par l'un des deux blocs de la guerre froide. Et donc, c'était un peu dans cet environnement-là que on était. Puis, Jonas Savimbi aura été assassiné par la suite. Et donc, ça va contraindre les dirigeants de l'UNITA par la suite à abandonner la lutte armée et à entrer dans un processus de normalisation politique. Et donc, depuis lors, l'UNITA est un parti politique, même s'il a perdu de son influence et de sa superbe, parce que le MPLA, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, donc c'est le nom que je cherchais, le parti d'Agostinho Neto, qui est le parti historique de l'indépendance. Donc, même si le MPLA reste toujours le parti le plus puissant de l'Angola, c'est le parti qui est encore au pouvoir aujourd'hui, mais l'UNITA reste quand même une force historique aussi. Donc il n'était pas un barbare sanguinaire. Non, il n'était pas un barbare sanguinaire. C'était une façon de le dépeindre pour justifier le fait qu'il fallait l'assassiner, quoi. Jean-Paul, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? L'actualité internationale nous amène aux États-Unis où il y a un sondage qui est paru la semaine dernière, le dimanche dernier, un sondage réalisé par le New York Times et le Siena College, dans lequel, évidemment, il donnait des sondages sur le choix des votants lors de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. Bon, elle aura lieu dans un an, mais donc c'est quand même intéressant d'avoir une idée à un instant T, si tu veux, du point de vue des Américains sur leur choix potentiel au cours de la prochaine élection. Et là, ce sondage s'est intéressé à ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États pivots. Alors, c'est quoi un État pivot? Un État pivot, c'est un État qui n'a pas une coloration politique déterminée, hein. Je vous prends un exemple. Si vous prenez l'Ohio et la Californie, ils votent quasiment toujours démocrates. Si vous prenez le Texas et la Floride, ils votent républicains. Donc ça, c'est... Or, les États pivots, ce sont des États qui peuvent changer de choix de vote selon les élections, et donc leur choix de vote n'est pas déterminé à l'avance par la coloration politique bicamérale que l'on peut, bipartite, qu'on peut observer aux États-Unis. Et donc, ce sondage-là est intéressant puisque ces swing states-là, il s'agit notamment du Nevada, de la Géorgie, de l'Arizona, du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. Ils sont intéressants pourquoi? Parce que sur ces 6 États-là, en 2016, les 6 États avaient voté pour Donald Trump. Et lui, il avait remporté l'élection ensuite. En 2020, sur ces 6 États-là, il y avait 5 qui avaient voté pour Joe Biden et un seul avait voté pour Donald Trump et Donald Trump l'avait emporté. Et donc, tu vois que avoir une idée du choix de vote, c'est la raison pour laquelle les spécialistes, en fait, lorsqu'il y a des élections aux États-Unis, ils ne se concentrent pas sur la totalité des 50 États américains. Ils regardent ces 6 États-là et en général, ce sont ces 6 États-là, si le candidat qui remporte ces 6 États, en général, il a le plus de chances de remporter l'élection présidentielle. Et donc, c'est la raison pour laquelle le New York Times et le Siena College se sont donc concentrés sur ces 6 États-là pour réaliser leur sondage. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat? Selon ce sondage réalisé par le New York Times et le Siena College, le Nevada, la Géorgie, l'Arizona, le Michigan et la Pennsylvanie choisirait Donald Trump si on devait faire l'élection aujourd'hui, alors que le Wisconsin voterait pour Joe Biden. Ça veut donc dire qu'au moment où nous parlons, Donald Trump a bien plus de chances et en avance par rapport à Joe Biden pour remporter cette élection-là. Mais ça ne veut pas dire que les dés sont déjà tirés, que Donald Trump va remporter cette élection. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il peut y avoir tellement d'éléments qui peuvent faire changer les choses. Par exemple, pour Donald Trump, il fait face à toute une pléiade de poursuites judiciaires. Il y a 91 chefs d'accusation qui planent sur sa tête. Et donc, si un de ces chefs d'accusation fait mouche et le rend juridiquement inéligible à la prochaine élection présidentielle, ça veut donc dire que tout va s'effondrer. Et donc, les républicains devront se chercher un autre candidat. Tout comme Joe Biden, si évidemment, par exemple, les déboires de son fils, les déboires financiers, les déboires fiscaux, les déboires aussi judiciaires, notamment le fait qu'il est accusé d'avoir consommé des substances illicites, d'avoir utilisé des services d'anciennes de services de prostituées. Donc, si ces déboires-là persistent, ça peut déteindre sur l'image de Joe Biden et affecter évidemment son vote. Et il y a un deuxième élément
qui est très important et qui est nouveau aussi, qui explique le fait que Joe Biden est perdu de l'avance par rapport à Donald Trump, c'est le conflit israélo-palestinien en cours à Gaza. Il faut savoir que dans la grande partie de l'électorat démocrate, historiquement, les minorités votent pour les démocrates. Donc ces minorités, pas seulement les Noirs et les Hispaniques, mais si vous regardez les Arabes ou les Américains de confession musulmane, à majorité, plus de 80-90% de ces Américains-là votent démocrate. Or, depuis les événements du 7 octobre dernier et le soutien indéfectible que Joe Biden a apporté à l'État d'Israël dans le cadre de sa riposte à la suite des événements du 7 octobre dernier, vu la dissymétrie vu la violence avec laquelle l'État d'Israël réprime le peuple palestinien, on en parle aussi avec le nombre de morts, on a dépassé le cap des 10 000 victimes, dont près de 4 000 enfants qui ont été blessés ou tués au cours de ces opérations-là. Donc tout ça fait que aujourd'hui, il y a un véritable levier de bouclier au sein même du Parti démocrate aux États-Unis pour essayer de mettre la pression sur Joe Biden pour qu'il incite Benjamin Netanyahu à mettre un terme à son opération militaire sur la bande de Gaza. Si, évidemment, cette opération-là persiste et perdure, il est clair que dans le temps, cet écart-là va s'accroître. Pourquoi ? Parce que ces minorités-là, elles ne vont pas voter républicain parce que Donald Trump est trop affilié avec les partis suprémacistes blancs et partis de l'extrême droite américaine. Donc, il n'y a aucune chance qu'il puisse capter cet électorat-là, à moins qu'il ait un meilleur programme économique qui soit vraiment meilleur, qui soit très différent de celui de Joe Biden. Or, idéologiquement, lorsqu'on regarde bien dans le fond, économiquement, les deux il n'y a pas un très très grand écart sur le plan économique, sur le plan des programmes économiques. La seule différence, c'est au niveau de la dérégulation, en fait, l'hyperlibéralisation de l'économie américaine qui est souhaitée par les républicains, alors que les démocrates, même si ce sont des libéraux, ils veulent quand même une petite portion d'interventionnisme de l'État, de régulation des marchés par l'État. En dehors de ça, d'un point de vue des choix économiques, à savoir affaiblir la Russie sur le plan économique, la guerre économique contre la Chine pour essayer de l'empêcher ou d'enrayer d'enrayer sa marche en avant pour essayer de devenir la première puissance économique. De ce point de vue-là, Joe Biden et Donald Trump sont parfaitement sur le même axe. Mais évidemment, pour les autres questions sociales et sociétales, évidemment, il y a un très grand fossé. Et donc, la force qu'avait Joe Biden par rapport aussi aux autres candidats démocrates, c'est que lui, il avait cette capacité-là de pouvoir rassembler autour de sa candidature ces minorités-là, notamment les minorités arabes ou les minorités d'Américains de confession musulmane. Or, avec la persistance, la violence de la réplique israélienne à la suite des attentats du 7 octobre perpétrés par le Hamas dans les kibboutz qui sont en périphérie de la bande de Gaza, de plus en plus donc, de ces votants-là, de ces votants potentiels démocrates, commencent à tourner le dos à Joe Biden. Donc s'il n'y a pas un véritable candidat démocrate qui émerge d'ici là pour essayer de capter ces voix-là, ou si même il y a une durée de plus en plus longue de l'intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza, ce qui voudrait dire que Joe Biden en réalité n'a pas la capacité d'imposer, si tu veux, sa volonté à Benjamin Netanyahu, ça, évidemment, ça pourrait lui jouer des tours dans un an. Et donc, pour l'instant, on est à un peu moins de 300 jours de l'élection. Tout peut se jouer, même si Donald Trump a une légère avance dans ce sondage-là, ça ne veut pas dire qu'il pourrait être élu. Si on repart en 2011, par exemple, Mitt Romney, qui était le candidat républicain, avait près de 15 points d'avance sur Barack Obama, qui était le président qui devait se présenter pour un second mandat. Ça n'avait pas empêché, un an plus tard, Barack Obama d'être triomphalement réélu à la tête des États-Unis. Donc, ce n'est pas encore terminé. Ça ne veut pas dire que Joe Biden va perdre l'élection, que Donald Trump pourrait la remporter. Mais ce sondage montre bien que la lutte est véritablement serrée entre les deux candidats. Mais que si Joe Biden ne prend pas des mesures très fortes, surtout sur la question des crises internationales qui sont en train de perdurer aujourd'hui, il y a aussi la question ukrainienne. Oui, parce que il y a des sondages qui montrent que la population américaine n'est pas favorable
à la guerre en... Voilà, donc il y a aussi cette question du soutien américain en Ukraine. Est-ce qu'il faudrait que les Américains continuent à soutenir Volodymyr Zelensky dans sa guerre face à la Russie? Donc, si rapidement, cette actualité internationale à laquelle Joe Biden était pas particulièrement présent, où il mettait beaucoup plus en avant son secrétaire d'État, donc Anthony Blinken, il va être obligé de revenir sur le devant de la scène s'il veut limiter la casse ou s'il ne veut pas être pris au dépourvu et payer les pots cassés de son inaction lors des prochaines élections présidentielles américaines. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Restez connectés dans l'UDA Fresh Morning. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.